L'essor des universités au Moyen Âge constitue l'un des phénomènes intellectuels et institutionnels les plus significatifs de l'Europe médiévale. Entre le XIIe et le XIVe siècle, le paysage éducatif européen se transforme profondément, posant les bases de l'enseignement supérieur moderne. Ces institutions ne se limitaient pas à l'acquisition de connaissances, mais incarnaient également des formes complexes de vie sociale, juridique et culturelle. Leur développement répond à des besoins multiples: la formation du clergé, la préparation à la bureaucratie royale ou pontificale, et le besoin général d'une élite savante capable de gérer les affaires religieuses, politiques et économiques. Les origines et le contexte. L'université médiévale puise ses racines dans plusieurs traditions intellectuelles. Avant le XIe siècle, l'enseignement supérieur se concentrait principalement dans les écoles monastiques et cathédrales, qui formaient des clercs capables de lire les textes sacrés, de célébrer la messe et de gérer des affaires administratives simples. Ces institutions monastiques, comme celle de Saint-Gall ou du Mont-Cassin, offraient un enseignement strictement religieux, avec une attention particulière aux arts libéraux, à savoir le trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Cependant, avec le développement économique et urbain de l'Europe, la demande pour des professionnels instruits croît. Les villes deviennent des centres d'activité commerciale et juridique, nécessitant des experts capables de gérer les contrats, de résoudre les conflits et d'administrer les villes. Dans ce contexte, l'émergence des universités répond à la fois à un besoin intellectuel et pratique. Hescher, les premières universités. La première université généralement reconnue est celle de Bologne, fondée vers 1088. Elle se distingue par son modèle centré sur le droit, notamment le droit civil romain et le droit canonique. Bologne ne se limitait pas à un programme rigide. Elle fonctionnait sur un système de guildes ou universitas, où les maîtres et les étudiants formaient une communauté autonome capable de s'auto-organiser. Les étudiants payaient des frais et pouvaient choisir leurs professeurs, ce qui reflète une approche libérale et décentralisée de l'enseignement. Quelques décennies plus tard, l'Université de Paris, autour de 1150-1200, devient un centre majeur de théologie et de philosophie. Contrairement à Bologne, Paris est structuré davantage autour des maîtres qu'autour des étudiants. Elle développe une hiérarchie stricte et un système d'examen pour valider les connaissances, notamment dans le domaine de la théologie et des arts libéraux. L'Université de Paris devient rapidement le modèle des universités scolaires, influençant des institutions telles que Oxford, Cambridge et Salamanque. Organisation et gouvernance. L'université médiévale repose sur une organisation complexe qui combine autonomie académique, tutelle ecclésiastique et parfois protection royale. Les statuts universitaires, souvent confirmés par des chartes papales ou royales, garantissaient l'indépendance des enseignants et des étudiants, leur droit de se gouverner et la reconnaissance de leurs diplômes. L'université n'était pas seulement un lieu d'enseignement, mais également une corporation dotée de droits et devoirs spécifiques. Les étudiants formaient des associations appelées nations, qui regroupaient les élèves selon leur origine géographique. Ces nations jouaient un rôle important dans l'administration, la discipline et les conflits internes. Les maîtres, quant à eux, étaient organisés en facultés: arts, théologie, droit et médecine. La faculté des arts servait de formation initiale, tandis que les facultés supérieures délivraient des diplômes spécialisés. Programmes et méthodes pédagogiques. L'enseignement dans les universités médiévales se fondait sur la lecture, la disputatio et la lecture commentée des textes classiques et religieux. Les étudiants étudiaient Aristote, Cicéron, les pères de l'Église, et plus tard, les œuvres d'Averroès et de Maïmonide traduites en latin. La méthode scolastique, qui consiste à confronter des opinions contradictoires et à chercher une synthèse logique, domine les cours, en particulier dans les facultés de théologie et de philosophie. Le trivium et le quadrivium restent la base de l'enseignement, mais les facultés supérieures introduisent des spécialités: le droit civil et canonique à Bologne, la théologie à Paris, la médecine à Montpellier et Salerne. Les examens finaux, souvent publics, visaient à assurer la compétence des futurs maîtres ou praticiens.
Ces examens étaient souvent accompagnés de cérémonies solennelles et de débats publics, soulignant l'importance sociale et symbolique de l'éducation. À partir du XIIIe siècle, le modèle universitaire se diffuse dans toute l'Europe. Oxford et Cambridge en Angleterre, Salamanque et Valladolid en Espagne, Padoue et Naples en Italie, ainsi que Prague et Vienne dans l'Empire germanique, adoptent des structures similaires. Cette diffusion favorise un réseau européen d'échanges intellectuels. Les professeurs et étudiants voyagent entre les universités, transportant textes, idées et méthodes pédagogiques. Le rôle des universités dépasse le cadre strict de l'enseignement. Elles deviennent des centres de production intellectuelle et scientifique. Par exemple, à Montpellier et Salerne, la médecine progresse grâce à l'étude des textes antiques et arabes. La théologie scolastique se développe à Paris avec des figures comme Thomas d'Aquin qui fusionnent Aristote et la doctrine chrétienne. Ces institutions contribuent également à la standardisation de la pensée et à la création d'une culture européenne commune. Interaction avec l'Église et le pouvoir laïque. L'université médiévale se situe à l'intersection de l'autorité ecclésiastique et du pouvoir royal. Les chartes papales, comme celle de Grégoire X pour l'Université de Paris en 1231, garantissent une protection juridique et un prestige moral. En parallèle, les monarques voient dans les universités un moyen de former des administrateurs compétents pour gérer les affaires de l'État et renforcer le contrôle politique. Cependant, cette relation n'est pas exempte de tensions. Les conflits entre maîtres et étudiants ou entre universités et autorités locales sont fréquents. À Paris, par exemple, les émeutes étudiantes de 1229 conduisent à une dispersion temporaire des facultés et à une réorganisation des statuts. Ces incidents soulignent le pouvoir des étudiants et des professeurs, ainsi que le rôle central des universités dans la société urbaine médiévale. Contribution à la culture et à la société. Les universités médiévales jouent un rôle clé dans la diffusion du savoir et la formation d'une élite intellectuelle. Elles favorisent la rédaction et la circulation des manuscrits, ainsi que la traduction des œuvres grecques et arabes. La scolastique contribue à développer la logique, la philosophie naturelle et les fondements du droit européen. De plus, elle prépare les étudiants à diverses carrières, ecclésiastiques, juridiques, administratives ou médicales. L'éducation universitaire devient ainsi un facteur essentiel de mobilité sociale et de consolidation du pouvoir intellectuel et politique dans l'Europe médiévale. Limites et critiques. Malgré leur importance, les universités médiévales présentent des limites. L'accès est réservé à une élite masculine et relativement aisée, excluant la majorité de la population. L'enseignement reste largement théorique et basé sur la mémorisation des textes. La pratique scientifique expérimentale, en dehors de certains domaines médicaux ou astronomiques, est encore marginale. Néanmoins, ces institutions posent les fondements d'une culture académique structurée et durable. Héritage et transition vers l'époque moderne. Le modèle universitaire médiéval survit et évolue avec la Renaissance et l'époque moderne. L'organisation corporative, les facultés spécialisées et la méthode scolastique influencent profondément les universités modernes. Le rôle central du diplôme et de la certification ainsi que la mobilité académique trouvent leur origine dans ces institutions médiévales. Par ailleurs, la valorisation de la raison et de la discussion critique prépare le terrain pour l'humanisme et la science moderne. En conclusion, le développement des universités médiévales reflète une transformation majeure de la société européenne. L'institutionnalisation du savoir, la structuration de l'enseignement supérieur et la création d'un réseau intellectuel transnational. Ces institutions répondent à la fois aux besoins pratiques et aux aspirations spirituelles, et elles établissent les bases de la culture académique occidentale qui perdure jusqu'à nos jours. Leur influence se manifeste non seulement dans l'éducation et la science, mais aussi dans l'organisation sociale, la pensée critique et la culture européenne.